AMN est un collectif international composé de scientifiques et médecins pluridisciplinaires. Le groupe s'est formé suite à la pandémie du Covid-19 pour offrir un espace de travail collaboratif et solidaire basé sur le partage et l'entraide entre médecins algériens des 4 coins du monde. Afin de partager nos échanges avec le plus grand nombre, nous lançons Allo Algerian Medical Network, des séquences courtes et claires pour aider nos confrères à la prise en charge clinique. Je suis Dr Nesrine Mahazi, fondatrice et coordinatrice scientifique du collectif AMN. Je parle du Covid-19 avec Dr Bouroufala Ahmed, médecin anesthésiste réanimateur à l'EPH de Qasr al-Hiran, wilaya de l'Arwat. Docteur Bouroufala, nous avons un cas clinique posé par un médecin membre de notre collectif. Il s'agit d'une patiente âgée de 65 ans, antécédent HTA sous traitement IEC et aspégique 100 mg, diabète type 2, traitée par insuline et obésité BMI estimée à 34. Le poids est estimé à 120 kg et puis une insuffisance rénale chronique préterminale. Le médecin dit qu'il lit dans la presse et puis il a entendu parler d'une interaction entre les IEC et l'infection à Covid-19. Dois-je arrêter ce traitement? Bonjour, docteur Bouroufala. Merci Nesrine. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'HTA, en tant que premier facteur de risque de mort et mortalité cardiovasculaire, constitue un des comorbidités cardiovasculaires qui favorisent des formes sévères de Covid-19. Alors l'hypothèse d'une surexpression de l'enzyme de conversion de l'angiotensine de type 2 membranaire par les IEC et par les ARA2, favorisant l'invasion cellulaire par le SARS-CoV-2, reste hypothétique et insuffisante pour expliquer la pathogénie de ce virus et ne doit pas amener à interrompre ces traitements. Les patients hypertendus et cardiovasculaires doivent faire l'objet d'une surveillance particulière en raison de leur susceptibilité aux formes graves de la COVID-19, de leur risque accru de complications cardiovasculaires aiguës ou de décompensation de maladies cardiovasculaires chroniques. Le risque d'infection par le SARS-CoV-2 ne doit pas détourner les soignants et les patients de la prise en charge des urgences cardiovasculaires, même en temps d'épidémie. C'est très clair. Je ne remplace pas les IEC pour les hypertendus par un anticalcique, par exemple. Est-ce possible? Euh, en fait, non, surtout chez un patient suspect ou dans une période d'instabilité liée à une infection, parce que nous savons très bien que ces changements de traitement sont délicats. Lorsque nous sommes amenés à en faire de temps en temps, bien sûr, nous les faisons par tâtonnement et il y a des périodes où s'installe une instabilité chez le patient. Or, chez quelqu'un qui a une pathologie sous-jacente, une évolution active, ce n'est pas la peine de rajouter un facteur d'instabilité hémodynamique que nous allons probablement moins bien gérer que chez un patient qui n'a pas de processus infectieux en évolution. Très bien, tout à fait. Par contre, j'ai entendu parler des éventuelles possibilités d'interaction entre les infections à Covid-19 et puis l'aspirine. Serait-il possible de conseiller d'arrêter ce traitement ou quel serait votre avis? Ah non, certainement pas. Il est fortement déconseillé d'arrêter les antiagrégants plaquettaires, type d'aspirine à faible dose, comme ils sont donnés habituellement à ce type de patients, et c'est surtout s'ils sont infectés. Nous savons que le virus crée ce qu'on appelle une situation procoagulante. Il a déjà été rapporté chez ces patients pour que nous avions arrêté par peur ce type de traitement antiagrégant, des thromboses aiguës et même chez les patients jeunes. Donc, notre patiente ou votre patiente a plusieurs facteurs de risque. Elle a une obésité, elle a une HTA, elle a le diabète et donc elle a tous les critères de sévérité. Donc, il ne faut surtout pas arrêter le traitement et surtout les antiagrégants plaquettaires type aspirine.
Très bien. Donc, les patients atteints de Covid-19 sont exposés à plusieurs facteurs de risque d'événements thromboemboliques veineux. Euh, Lesquels et quels sont les niveaux de risque chez cette patiente, là en l'occurrence? Oui, en fait, les facteurs de risque connus des événements thromboemboliques veineux tels que l'alitement, l'hypoxémie, ou encore la présence de CATI pour les formes les plus sévères en réanimation, par exemple. De plus, l'âge et l'obésité, qui sont deux facteurs de risque d'événements thromboemboliques veineux, sont également des facteurs prédictifs bien identifiés de développement d'une forme sévère de la COVID-19. Cependant, parmi les patients présentant un événement thromboembolique veineux au cours de la COVID-19, la prévalence des autres facteurs de risque classiques de la maladie thromboembolique veineuse, tels qu'une pathologie néoplasique active, une insuffisance veineuse, un antécédent de thrombophilie, un antécédent d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde, est rare. Au contraire, il semble que des événements thromboemboliques veineux associés à la COVID-19 possèdent des facteurs prédisposants propres tels que le sexe masculin, la durée entre le début des symptômes et l'hospitalisation, l'absence de traitement anticoagulant préventif au cours de l'infection et un syndrome inflammatoire plus marqué. D'accord, très intéressant. Alors, chez notre patiente, Oui, en classe, oui, alors chez notre patiente, on place que le risque il est élevé, voire très élevé, de risque ou bien d'avoir des événements thromboemboliques veineux. Donc le risque chez elle, il est élevé, voire très élevé. d'accord, très bien. Alors, donc, dans ce contexte-là, comment prescrire un traitement anticoagulant chez cette patiente qui est donc atteinte de Covid-19? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les patients hospitalisés avec COVID-19, la prévention de la maladie thromboembolique par une HPPM est l'option de choix, mais il est possible que les posologies validées en médecine qu'on a l'habitude de voir sont fréquemment insuffisantes, et notamment dans les formes sévères et en cas d'obésité. Alors, chez notre malade, on a soit on la classe en risque élevé, on sait clair que son BMI est supérieur à 30, elle a des facteurs de risque tels que l'HTA, le diabète et l'insuffisance rénale préterminale. Maintenant, si elle nécessite une ventilation artificielle ou une oxygénation nasale à haut débit, donc c'est un risque très élevé. Si elle ne nécessite pas, c'est un risque élevé et il est proposé de prescrire à ce moment-là une prophylaxie renforcée par les HPPM en dose suivantes, l'inoxaparine par exemple ou le Lovenox à 0,4 deux fois en sous-cutané ou bien 0,6 deux fois sur le poids supérieur à 120 kg. En cas d'insuffisance rénale, c'est-à-dire avec une clairance inférieure à 30 ml minute, il est proposé de prescrire les HNF type calciparine à raison de 200 unités kg par 24 heures. Maintenant, si la malade nécessite une ventilation mécanique ou nécessite une oxygénation nasale à haut débit, le risque devient très élevé, avec ou bien un syndrome inflammatoire marqué et ou un état d'hypercoagulabilité, par exemple des fibrinogènes supérieurs à 8 grammes par litre, le cas par exemple chez tous les malades pratiquement de réanimation Covid, ou bien des dimères qui sont supérieurs à 3000 nanogrammes par ml. Donc à ce moment-là, il est proposé de prescrire une héparinothérapie dite curative par une HBPM, par exemple l'inoxaparine ou le Lovenox à la dose de 100 unités kilo deux fois en subcutané, ou par une HNF à la dose de 500 unités par kilo par 24 heures en cas d'insuffisance rénale sévère. D'accord, très bien. Bah, c'est très intéressant et puis c'est vraiment bien précis. Donc, dans ce contexte, comment, une autre question, donc comment surveiller l'hémostase de cette patiente? Ah oui, c'est une question qui est très intéressante. D'ailleurs, il faut contrôler au minimum tous les 48 heures les paramètres d'hémostase.
que sans savoir la numération pardon, plaquettaire, le TP, le TCK, le fibrinogène et les didymères. Surtout pour on sait très bien qu'il y a un risque, surtout pour les HPPM, ce qu'on appelle les thrombopénies induites par l'héparine. Donc, il faut vraiment surveiller ces paramètres tous les 48 heures. Dans les cas sévères, par exemple, ou en cas d'aggravation clinique de thrombopénie ou une diminution de la concentration de fibrinogène, contrôler aussi pour le diagnostic d'une éventuelle CIVD, une coagulation intraveineuse disséminée, la concentration des monomères de fibrine, quoique le dosage il est très rarement disponible, sinon les facteurs 2, 5 et de l'antithrombine. Le médecin nous dit également que la patiente est sous augmentin depuis 10 jours, mais elle est toujours fébrile. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller de faire dans ce cas bien précis? Oui, en fait, cette patiente est possiblement Covid plus. Donc, s'il y a une absence d'amélioration, voire une aggravation de son état physique, nous avons quand même une biologie. Je ne parle pas d'ici d'une hyperleucocytose qui n'a absolument pas de valeur à ce niveau-là. Effectivement, son médecin nous avait bien précisé qu'elle avait une CRP à 150. Oui, tout à fait. Nous le voyons dans ces pathologies de Covid, hein. Si c'est un patient qui ne s'améliore pas sur le plan respiratoire ou s'il y a une aggravation, il doit, à mon sens, y avoir une imagerie, un scanner thoracique avec injection ou carrément un angioscanner pour éliminer l'embolie pulmonaire et pour voir ensuite s'il y a des foyers de pneumopathie qui n'avaient pas été entendus à l'auscultation. Je rappelle ici que chez les patients Covid plus ou suspects de Covid plus, nous ne faisons pas de scanner thoracique sans injection pour faire le diagnostic. Quand nous voyons un patient à plusieurs jours d'évolution et qui ne s'améliore pas sur le plan respiratoire, voire qui devient plus oxygénant récurrent, il est indispensable d'aller chercher une pathologie thromboembolique, de l'intérêt de faire un scanner thoracique avec injection. Tout à fait. Et parfois, Oui. si on peut pas faire le scanner, oui, parfois, si on peut pas faire le scanner thoracique avec injection, une échographie des membres inférieurs peut être très utile pour poser en main le diagnostic d'une maladie thromboembolique. Très intéressant. Alors, une dernière question du médecin qui pose la question à combien vous seuillez pour les dédimères, pour justement éliminer cette embolie pulmonaire? Oui, encore une fois, nous n'avons pas encore des recommandations bien spécifiques. Pour un patient lambda qui a moins de 50 ans, lorsque les DDMR sont supérieurs à 500, ils ont une valeur prédictive positive importante qui nécessite d'être faite dans les explorations. Ensuite, on multiplie par rapport à l'âge. Par exemple, à 60 ans, cela fera 600 si le patient lambda n'est suspect ni Covid positif. Or, chez les patients pour lesquels le diagnostic a été posé par soit une PCR ou une imagerie scanographique très évocatrice, il semblerait des valeurs bien plus élevées de dédimères, approchant aux alentours de 3000, 4000, pour y faire suspecter une pathologie thromboembolique. Très bien. Donc, pour vous, cette ligne de dédimère est donc cliniquement significative. Oui, mais encore une fois, je pense que c'est après cet épisode de crise sanitaire qu'il y aura bon nombre d'études qui permettront de probablement de définir le seuil exact à partir duquel il faut véritablement évoquer l'embolie pulmonaire. Très bien, bah, effectivement. Bah, écoutez, docteur Bouroufella, merci beaucoup pour toutes ces informations très enrichissantes que vous avez pu nous exposer ici à travers ce cas clinique. J'espère que tous les confrères vont pouvoir en tirer profit. Et je vous dis merci et à une prochaine fois. Je vous remercie et à bientôt. À bientôt.